Bonjour à toutes et à tous, à ceux qui sont présents et à ceux qui nous écoutent en ligne. Merci de donner la parole pour la 4e fois aujourd'hui à des représentants du commandant de la cyberdéfense, donc qui bénéficient particulièrement des travaux de réflexion de ce type de journée et tout particulièrement sur ce nouveau domaine d'action dont la ministre a révélé qui faisait partie de nos opérations quotidiennes depuis peu de temps. Nous sommes donc en train de construire cette capacité de lutte informatique d'influence et après que vous ayez beaucoup entendu parler ce matin de qu'est-ce que c'est pour nous que la lutte informatique d'influence, à la fois vu de l'État et puis vu d'un certain nombre d'intervenants extérieurs, notamment de chercheurs, je voudrais vous dire quelques mots du comment nous lançons dans ce domaine, dans quel cadre, avec quel partenariat et avec quels moyens. Et je pense et j'espère que ça pourra susciter des réactions à la fois des intervenants de l'après-midi et puis peut-être aussi des questions en ligne. Une chose à redire, ça vous a sûrement déjà été dit ce matin par le général Tissière notamment, la lutte informatique d'influence, elle a un cadre qui est strictement limité à celui des opérations militaires. Les moyens militaires français de lutte informatique d'influence ne vont pas aller manipuler des élections, ne vont pas aller s'occuper de questions qui ne sont pas militaires et cibler des objectifs qui ne sont pas militaires. Par ailleurs, il y a un cadre légal qui pour nous est parfaitement clair. Nous avons une claire idée de la façon dont le droit international s'applique aux questions de lutte informatique d'influence, puisque tout ça a été défini dans le rapport qui a été publié par le ministère des Armées à l'automne 2019. Et puis enfin, et ça a été dit par la ministre lorsqu'elle a présenté cette doctrine de lutte informatique d'influence, nous posons, nous, la France, des limites morales. J'ai parlé de non-manipulation des élections, par exemple. Eh bien, il y a tout un ensemble de choses très négatives qui peuvent être faites par la lutte informatique d'influence, auxquelles nous nous refusons parce que nous sommes la France et que nous avons une éthique en plus de nos lois. Alors ce cadre étant posé, comment construit-on les capacités militaires de lutte informatique d'influence et comment a-t-on déjà commencé à les construire, puisque on vous l'a dit, on est déjà en train de faire les opérations tout en continuant à construire. Les militaires, quand ils bâtissent une nouvelle capacité, ils ont un moyen mnémotechnique pour se rappeler tout ce qu'ils doivent faire. Ils utilisent le sigle DORES. Alors, de mémoire, parce que j'ai pas encore révisé mes classiques, mais DORES, c'est un sigle qui veut dire doctrine, organisation, ressources, équipement, soutien et, il m'en manque un, entraînement, je crois. Donc, il faut qu'on pense à tout ça lorsqu'on construit cette capacité. Une doctrine, on en a une, ça vous a été dit. Une organisation, ça y est, elle est clairement pensée. Et parlons maintenant des ressources. Et vous allez voir que dans les ressources, il y a aussi la question de avec qui on bâtit cette capacité. Alors, je vais commencer par là. Nous limitons notre action aux opérations militaires, mais nous sommes connectés à ceux qui s'occupent d'influence au sein de l'État, en interministériel. Vous savez qu'a été annoncé l'été dernier la création au sein du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale d'une nouvelle agence de lutte contre les manipulations de l'information, baptisée Viginum, avec notamment comme mission la protection de l'intégrité du processus électoral français. Eh bien, cet organisme qui veille les réseaux sociaux et déjoue des attaques informationnelles contre l'État français en général, nous sommes bien sûr en lien avec lui pour les questions militaires. Nous sommes en lien avec chacun des ministères concernés par ces questions d'influence, au premier rang desquels le ministère de l'Intérieur et, peut-être que ça a déjà été dit, sa plateforme Pharos, qui existe depuis quelques années pour lutter notamment contre la propagande terroriste, au même titre que la pédopornographie et d'autres fléaux. Eh bien, notre efficacité opérationnelle repose aussi sur l'utilisation de Pharos pour signaler des contenus de propagande terroriste et en obtenir la fermeture. Et puis nous sommes en lien avec le ministère des Affaires étrangères et notamment l'ambassadeur pour le numérique, Henri Verdier, qui représente la France dans les instances de régulation de l'Internet et qui est celui qui va pouvoir parler en notre nom pour obtenir des mesures de régulation parfaitement souhaitables pour lutter contre les manipulations de l'information. Donc voilà pour nos partenaires institutionnels.
Nous avons bien sûr des partenaires étrangers et lorsque nos intérêts sont concordants, eh bien, nous sommes capables de monter ensemble des actions d'influence numérique ou bien de nous prévenir mutuellement lorsque nous repérons des actions de propagande terroriste ou bien d'attaques informationnelles dirigées contre un pays ami. Alors, nous ne parlons pas extensivement publiquement de qui sont nos partenaires, mais on peut les imaginer en fonction de l'actualité et des conjonctions d'intérêts. Et puis, nous avons besoin, et en particulier dans ce domaine, de partenaires privés. Et là, peut-être une digression et qui rejoint certains des thèmes abordés ou effleurés ce matin. Il me semble que parmi nos partenaires privés, ceux qui nous aident à bâtir des capacités que nous avons besoin d'acquérir, nous aurons besoin d'aide pour développer des capacités techniques et aussi des capacités cognitives. Parce que de plus en plus, on voit bien que la lutte informatique d'influence est aussi une guerre cognitive, c'est aussi une guerre sur les perceptions, et que pour apprécier la réalité d'un état de rapport de force, d'influence sur les réseaux sociaux, il faut avoir à la fois une approche technique et une approche cognitive. L'approche technique, en fait, elle est souvent basée sur des algorithmes. Mesurer la viralité d'une information, être capable de caractériser une audience par ses comportements numériques, eh bien, il y a des algorithmes qui font ça beaucoup mieux que l'homme, beaucoup plus vite que l'homme. Mais notre expérience nous montre que ça ne suffit pas. Un algorithme n'est pas suffisant pour décrire la réalité d'une opinion publique et de l'impact d'une information sur une opinion publique. Et donc, il faut ajouter à ça une approche cognitive qui est basée, là, du coup, peut-être plutôt sur des sciences plus molle que de l'algorithmique qui est basé sur des sciences dures, encore que pour être capable de dire, eh bien, sur cette population-ci, cette information-là va avoir un impact supérieur à tel autre. Et honnêtement, lorsque aujourd'hui on regarde autour de nos théâtres d'opération l'état de l'opinion publique, on a cette double approche technique avec des outils que nous développons en propre, mais aussi et surtout des outils qui nous sont proposés par des partenaires industriels et qui sont quelquefois développés spécialement pour nous. Et puis l'approche cognitive. Et pour ça, nous avons dans nos rangs, parmi les hommes et les femmes qui traitent d'influence numérique au sein du ComCyber, pas seulement des techniciens, mais aussi et même surtout des gens qui sont spécialistes des sciences humaines, des linguistes, même des psychologues, qui sont capables d'apprécier le comportement d'individus ou de foules au-delà de l'approche simplement technique. Voilà, et peut-être que ça suscitera des réactions en ligne, parce que je pense et j'espère qu'un certain nombre de nos partenaires industriels nous écoutent. Oui, nous avons besoin de développer et de nous assurer que nous avons une bonne vision de l'état de l'art, de la technologie liée à l'influence. Et c'est la raison pour laquelle, notamment, nous nous intéressons aujourd'hui au marketing numérique et puis nous mettons des gens en formation pour maîtriser ce domaine d'activité. Mais nous avons aussi besoin de cette approche cognitive et de toutes les connaissances liées un peu plus à la culture générale, enfin, c'est mon approche de la chose, qui sont associées. Alors, toujours dans le domaine des ressources, donc, les ressources humaines de la cyberdéfense, on est en train de les bâtir à vitesse grand V. On double quasiment nos effectifs entre le début et la fin de la loi de programmation militaire. Et donc, comme personne n'a fait pour l'instant toute sa carrière dans la cyberdéfense, on ne sait pas encore dire de façon certaine quel va être le profil d'un cybercombattant de la lutte informatique d'influence dans 15 ans ou 20 ans. On a l'intuition que c'est un domaine dans lequel on va trouver un peu plus de civils que dans les autres domaines d'action militaire, qu'on trouvera sans doute plus de contrats courts que de gens qui vont dérouler toute une carrière, et qu'on va trouver un mix de techniciens, de géopolitologues, de psychologues, de linguistes, et puis aussi des militaires qui auront une expérience des opérations, une expérience du renseignement, et qui vont être capables d'utiliser tous ces outils-là. Voilà pour les ressources. Je voudrais terminer en vous disant quelques mots de plusieurs initiatives portées par le ministère des Armées et dans lesquelles nous nous inscrivons, parce que le ComCyber n'est pas le seul à s'occuper de développement capacitaire lié à l'influence numérique au sein du ministère des Armées.
Alors, en premier lieu, il faut citer la délégation générale la direction générale pour l'armement, qui est bien sûr historiquement le pourvoyeur de capacités militaires. Eh bien, la DGA est en train d'apprendre à s'adapter aux besoins du ComCyber, qui sont beaucoup plus évolutif, beaucoup plus furtif. Non, furtif n'est pas le bon terme, mais enfin, vous comprenez bien que le besoin en algorithmie, par exemple, évolue beaucoup plus rapidement que le besoin d'une capacité qui va pouvoir durer 40 ou 50 ans, comme un sous-marin nucléaire ou bien un avion de chasse. Et donc la DGA apprend à avoir des processus d'acquisition très rapides, adaptés aux besoins de la cyberdéfense. Elle fait ça aussi avec cette extension naturelle de la DGA qui existe depuis maintenant 4 ans, l'Agence d'innovation de la défense, qui est au cœur du processus des actions d'influence numérique et notamment par ses projets d'accélération d'innovation et de recherche. Et puis, je ne sais pas si ça a été mentionné ce matin, mais je voudrais dire un mot de ce qu'est la Cyberdéfense Factory à Rennes. Et là aussi, peut-être que ça va intéresser des gens qui nous écoutent. La Cyberdéfense Factory, c'est une pépinière de start-up du numérique, de start-up de la cyberdéfense, portée par le ministère des Armées. Et donc, le ministère des Armées accueille des entreprises dans ses locaux et met à leur disposition un data lake, un lac de données de type militaire, et pour les aider à développer des outils de défense, d'attaque ou d'influence qui plus tard vont pouvoir faire évoluer la technologie dans le sens que nous souhaitons et qui peut-être vont pouvoir être acquis par les armées. Donc la Cyberdéfense Factory est clairement un pilier du développement capacitaire lié à l'influence numérique pour les armées. Ça se fait dans un écosystème qui est le pôle d'excellence cyber de Rennes. Sans doute maintenant, savez-vous que Rennes est un hub de la cyberdéfense. Il y aura à peu près de l'ordre de 1800 cybercombattants à Rennes à la fin de la loi de programmation militaire. Et puis autour des unités du ministère des Armées, il y a tout un écosystème qui se construit, porté par la région Bretagne, par l'université et par les entreprises de défense, en plus du ministère des Armées. Donc tout ça est fécond, notamment en matière de développement. Voilà, donc j'aurais terminé sur ce message. Nous souhaitons vraiment une association réussie entre ce que nous pouvons développer comme outil par nous-mêmes, des startups innovantes, des projets capacitaires structurants un peu plus lourds, portés notamment par la DGA ou par l'AID, et puis les grands acteurs de la base industrielle et technologique de défense, et puis aussi, bien sûr, et c'est très important de le souligner, les ressources humaines et les vocations que nous allons pouvoir susciter dans la population civile pour pouvoir recruter au rythme souhaité et au niveau de qualité souhaité. Voilà, je m'arrête là. Je me réjouis d'écouter avec vous les intervenants de l'après-midi qui, d'une façon non institutionnelle, vont pouvoir répondre aux quelques défis que j'ai lancés.